La dopamine est devenue extrêmement populaire ces dernières années. Et pour cause, cette molécule serait étroitement liée à notre dépendance aux écrans ainsi qu'aux autres activités ultra stimulantes, et rendant par la même occasion des tâches moins intenses comme le travail ou le sport beaucoup moins motivantes. Face à la surstimulation constante de cette molécule, qui serait à l'origine de nos problèmes, beaucoup prônent une pratique devenue très populaire ces dernières années sur les réseaux sociaux, la détox de dopamine. L'idée de se couper pendant une certaine période des activités comme les jeux vidéo, les réseaux sociaux ou encore les aliments transformés. Et bien que cela puisse sembler assez étrange aux premiers abords, les promesses de cette pratique sont assez exceptionnelles. Une meilleure concentration, une meilleure clarté mentale, une facilité à faire des choses difficiles, ainsi qu'un sentiment de bonheur plus élevé au quotidien. Mais n'est-ce pas trop beau pour être vrai ? Pour en avoir le cœur net, j'ai entrepris il y a quelques mois une détox dopamine afin de voir les résultats concrets que nous pourrions retirer de cette méthode. Et bien qu'ayant expérimenté de nombreux bénéfices, je me suis également heurté à des problèmes majeurs. Avec le recul de ces derniers mois, j'ai mené de nombreuses recherches sur la science qui se cache derrière cette molécule et surtout sur la manière dont nous pourrions utiliser efficacement cette dopamine afin d'augmenter durablement notre motivation, notre productivité, ainsi que notre énergie et notre bonheur de manière générale. Dans cette optique, je vous partagerai également 4 stratégies concrètes que j'ai personnellement mises en place et que vous pourrez appliquer dès la fin de cette vidéo. C'est parti. La dopamine est un neurotransmetteur, donc une molécule qui va transmettre des informations entre les neurones afin de générer des réactions spécifiques. Et malgré sa très faible quantité dans notre cerveau, elle impacte de nombreux processus essentiels comme le sommeil, le mouvement, la prise de décision ou encore la motivation et le sentiment de récompense. Notre cerveau sécrète constamment de la dopamine. Et dans un environnement sans événement particulier, cette sécrétion restera relativement stable, formant ainsi notre niveau basal de dopamine. Ce niveau peut être légèrement différent en fonction des individus, étant en partie défini par la génétique. Néanmoins, celui-ci ne reste pas stable pour longtemps. Et pour faire varier significativement ce niveau basal, nous allons avoir besoin d'un signal. Faisons simple et prenons par exemple une notification sur votre téléphone. Le bruit retentit, l'écran s'allume et votre cerveau sécrète une quantité supérieure de dopamine, ce qui créerait un pic de motivation vous invitant à regarder ce qui s'y passe. Donc en gros, c'est cette dopamine qui nous motiverait à ouvrir notre téléphone et vérifier la notification. À partir de là, il y aurait 2 possibilités. Soit la récompense est supérieure à celle que nous nous attendions à obtenir, par exemple en recevant le message d'un ami de longue date, ce qui augmenterait les sécrétions de dopamine ainsi que d'autres hormones associées à la récompense. Le renforcement est dit positif. Soit la récompense est inférieure à nos attentes, un mail administratif, exemple pris complètement au hasard bien sûr, ce qui provoquerait une diminution de l'activité dopaminergique. Le comportement n'est pas aussi gratifiant qu'espéré, le renforcement est donc négatif. Un renforcement positif nous rendra plus susceptibles de reproduire le comportement, quand un renforcement négatif nous poussera plutôt vers son évitement. La dopamine serait donc au cœur d'un circuit d'apprentissage qui nous encouragerait à performer certains comportements plutôt que d'autres. Si je suis renforcé positivement lorsque je joue aux jeux vidéo, alors je serai plus susceptible de reproduire ce comportement. Ici, je prends l'exemple des jeux vidéo, mais cela pourrait théoriquement s'appliquer à n'importe quelle activité, que ce soit la lecture, les réseaux sociaux ou les barbecues du dimanche midi. Cependant, il y aurait une contrepartie. Après avoir expérimenté une montée de la dopamine dans notre système, par phénomène de régulation, ce niveau de dopamine chuterait en dessous du niveau basal avant de se restabiliser progressivement. En s'exposant à répétition à des activités ultra stimulantes pour la dopamine, nos récepteurs pourraient réduire leur sensibilité. Et lors d'un retour à un niveau de sécrétion normal, ces récepteurs étant moins sensibles, cela pourrait expliquer cette baisse de motivation à réaliser d'autres activités. Dans cette situation, une tâche moyennement motivante comme l'avancement d'un projet ou la marche à pied peuvent sembler complètement inintéressantes. Et avec assez de répétition, nous pourrions alors ressentir un manque de motivation chronique envers des activités peu intenses, nous rendant alors plus enclins à la procrastination et à l'évitement. Mais alors, est-ce qu'il suffirait de couper la plupart de ces stimulations pendant une courte période afin de retrouver la motivation à faire des choses difficiles ? Eh bien, j'ai décidé de tenter l'expérience. Pendant une semaine, j'ai coupé les réseaux sociaux, j'ai réduit mon utilisation du téléphone à 1 heure par jour et j'ai éliminé les divertissements numériques. Et je dois bien admettre que pendant cette semaine, j'ai effectivement expérimenté énormément de bénéfices. Une meilleure concentration, plus de clarté mentale, ainsi qu'un plus grand ancrage dans l'instant présent. Sur le coup, je trouve cela tellement efficace que je réalise même une vidéo sur cette détox dopamine. Néanmoins, j'ai été très surpris par la durée de ces effets positifs. Car après environ 2 semaines, j'étais de retour dans ma situation initiale. De retour avec mes distractions habituelles, ainsi que mes pertes de motivation récurrentes. Et aujourd'hui, avec le recul de ces derniers mois par rapport à cette expérience, je pense que la détox de dopamine pose 2 problèmes majeurs. Premièrement, c'est une vision assez éphémère. Les bénéfices sont dans la plupart des cas bien présents. Néanmoins, pour mon cas, ceux-ci ont rapidement disparu après l'expérience. Et c'est d'ailleurs le cas pour d'autres créateurs qui ont pu expérimenter le même phénomène.
Qui plus est, prolonger ce mode de vie style détox dopamine sur le long terme afin de maintenir les bénéfices pourrait devenir difficilement tenable. Personnellement, je souhaite expérimenter le maximum de cette existence, et restreindre complètement certaines activités comme la musique ou un certain type de nourriture pendant plusieurs mois, voire plus, ne coïncide pas vraiment avec cette vision. Deuxièmement, la plupart des contenus que j'ai visionnés sur la dopamine définissent d'emblée certaines activités comme moins stimulantes, tandis que d'autres sont automatiquement considérées comme ultra stimulantes pour le système dopaminergique. Les jeux vidéo, les réseaux sociaux et les séries par exemple sont d'office catégorisés comme mauvais et sont remplacés par des activités jugées productives comme la lecture, le sport et le travail perçues comme de bonnes habitudes. Cependant, les sécrétions de dopamine liées à une activité sont bien souvent subjectives. Certaines personnes peuvent avoir une profonde motivation vers la lecture, au point de lire 8 heures par jour sans sourciller, tandis que d'autres peuvent y voir du désintérêt et de l'ennui. L'aspect dopaminergique et stimulant d'une activité serait en partie appris, par exemple via le contexte social. Si j'aime la lecture, ma dopamine augmente, et non l'inverse. En bannissant certaines activités au profit d'autres exclusives, cela peut promouvoir un mode de vie unique, une certaine idéologie qui laisse finalement peu de place à la liberté individuelle. Or, vous êtes les seuls à avoir la responsabilité de vos actions. À présent, la question est, que pourrions-nous mettre en place pour expérimenter les bénéfices liés à la détox dopamine sans ses inconvénients ? Dans l'optique de combler les faiblesses de cette détox, ces stratégies seront donc idéalement tenables sur le long terme, tout en provoquant un maximum de résultats, et avec une certaine flexibilité, permettant d'ajuster ces stratégies à notre mode de vie tout en limitant les contraintes. Maintenant que nous avons nos critères, je vous propose de passer sur du concret. J'aime profondément m'entraîner, et je suis en général toujours très motivé pour mes séances de musculation, aussi bien avant, pendant et après la séance. Et un phénomène que j'ai pu constater pendant ces quelques années d'entraînement est que, malgré cet entrain naturel pour le sport, mes sessions pouvaient être d'autant plus motivantes avec une certaine playlist de musique. Alors pourquoi m'en priver ? Cependant, après quelques jours ou semaines d'entraînement passés à écouter cette playlist, je reperdais petit à petit cette motivation. Alors je pouvais ajouter quelque chose en plus, par exemple un café avant l'entraînement, et hop, c'était reparti. Mais à nouveau, tout revenait assez vite à la normale. À travers l'activité seule qu'est l'entraînement, je pouvais sécréter un certain niveau de dopamine dans mon cerveau. Mais en ajoutant de la musique, ce niveau pouvait être à nouveau augmenté. Et même principe avec le café pré-entraînement. Et au fur et à mesure, m'entraîner sans ces activités supplémentaires pouvait perdre en intérêt, voire devenir presque un peu ennuyeux. En m'habituant à un certain niveau de dopamine induit par toutes ces activités cumulées, je pouvais paradoxalement réduire ce sentiment de motivation vers l'activité principale qui est l'entraînement. Ces derniers mois, j'ai donc implémenté une stratégie très simple consistant à limiter l'accumulation d'activités dopaminergiques. Lorsque je souhaite me lancer dans quelque chose qui me motive, que ce soit une séance de sport, regarder un film ou même de la lecture, je favorise simplement cette activité initiale. Et cette stratégie peut avoir deux bénéfices majeurs. Premièrement, cela permettrait d'éviter une montée plus intense de la dopamine, ayant pour conséquence potentielle une chute plus violente de celle-ci, ainsi qu'un phénomène d'habituation à ce niveau de stimulation. Et deuxièmement, je peux me sentir plus ancré et présent dans l'activité, ce qui me permet de l'apprécier d'autant plus. Bien évidemment, je m'entraîne toujours régulièrement avec de la musique. Néanmoins, je varie les playlists ainsi que l'intensité de la musique, car cela fait une grande différence pour moi, et je réalise de temps à autre des sessions sans musique de fond. L'idée que je souhaite partager ici n'est pas de complètement bannir l'accumulation d'activités dopaminergiques, mais plutôt de pouvoir cultiver l'intérêt et la motivation pour l'activité principale, en alternant avec et sans stimulation supplémentaire. Malheureusement, il ne semble pas qu'il existe de solution pour empêcher la dopamine de chuter sous le niveau basal après une ascension rapide. J'ai eu beau chercher parmi les dernières études sur le sujet, en vain. En revanche, nous pourrions minimiser grandement l'impact de ce crash en adoptant certaines habitudes. Pour faire simple, prenons un exemple. Imaginons que je sois en train de lire un roman qui m'absorbe complètement. Après une bonne heure à bouquiner, il est maintenant temps pour moi d'accomplir le travail que j'ai à faire. Cependant, il semblerait que je me trouve sur une pente descendante en termes de motivation, et je n'ai rien envie de faire. En gros, j'expérimenterai ce fameux crash de dopamine. À partir de là, il semble qu'il y ait plusieurs choix qui s'offrent à moi. Soit je trouve la discipline pour passer à l'action, pourquoi pas. Soit je tente de remonter la pente à travers d'autres activités dopaminergiques. Dans mon cas, je pourrais me dire que je vais regarder une vidéo YouTube avant de me mettre au travail, mais dans ce cas, je m'expose à un potentiel crash différé plus important, ou alors je peux temporiser. Je sais globalement que ce sentiment n'est pas éternel, il serait même plutôt éphémère dans la plupart des cas hors addiction. En ce faisant, sans tenter de fuir cette chute en ajoutant d'autres activités dopaminergiques, je peux permettre à mon système de se stabiliser par lui-même. Personnellement, j'utilise ce temps pour marcher, cela me permet d'organiser mes idées tout en me demandant assez peu de motivation. Et cela pourrait techniquement être fait avec n'importe quelle activité. Le rangement semble être efficace pour beaucoup de personnes, la lecture, la méditation, une discussion, ou même profiter d'un peu de temps pour s'ennuyer.
Paradoxalement, c'est durant ces moments sans grande distraction que j'ai mes idées les plus créatives, et non lorsque je cumule les informations en arrière-plan. Au-delà de cela, je pense qu'il existe une profonde valeur dans la capacité à apprécier l'ennui, ou simplement le silence. Et c'est une expérience que je vous recommande fortement. Les deux premières stratégies avaient majoritairement pour but de réduire l'impact négatif du crash de dopamine. C'est bien, ça permet de limiter la casse, mais nous pouvons faire mieux. Pour cette troisième stratégie, je vous propose d'augmenter vos niveaux de dopamine de manière prolongée, sans aucun crash, de 250%. Dans cette étude publiée en 2000, les chercheurs ont mesuré les réponses physiologiques de notre corps lorsqu'il était immergé dans des eaux à des températures variées. Dans ce cas précis, par 32, 20 et 14 degrés Celsius. Et les résultats sont assez impressionnants, étant donné que chez les participants ayant été immergés dans l'eau à 14 degrés, les niveaux de dopamine enregistrés ont bel et bien augmenté de 250%. Qui plus est, cette augmentation due à l'eau froide semble être relativement progressive au fil du temps, s'étalant alors jusqu'à 3 heures après l'exposition. Cela serait donc un moyen relativement durable d'augmenter nos sécrétions de cette molécule de la motivation. Après, les participants ont été immergés pendant 1 heure dans l'eau froide, ce qui peut être un peu extrême dans notre cas, surtout sans expérience. Une manière plus applicable peut être la simple douche froide, qui en elle-même peut déjà créer une augmentation de l'énergie via la sécrétion d'adrénaline, tout en favorisant la production de dopamine sur les heures qui suivent, même si c'est en plus faible quantité que dans cette étude. Et personnellement, c'est une stratégie que je me garde sous le coude lorsque j'ai besoin d'un boost de motivation. Bien évidemment, il semble que l'alimentation joue un rôle extrêmement important pour notre niveau basal de dopamine, en particulier un acide aminé présent dans certains aliments, la L-tyrosine. Cette molécule serait notamment un précurseur de la dopamine, c'est-à-dire qu'une fois dans notre corps, la L-tyrosine peut être transformée en dopamine. Certains aliments sont très riches en cette molécule, par exemple les œufs, la viande, le poisson, ou même certains fromages et oléagineux. L'Organisation mondiale de la santé recommande un apport en L-tyrosine d'environ 25 mg par kilo de poids de corps et par jour pour un adulte, ce qui nous donne une fourchette d'environ 1 à 2 g par jour. Pour vous donner un petit point de comparaison, l'œuf étant l'un des aliments qui en contient le plus, avec presque 1 g de L-tyrosine par œuf entier, ces besoins peuvent donc être couverts assez rapidement. Et pour ceux d'entre vous qui se demanderaient s'il n'est pas risqué de consommer trop de L-tyrosine, certaines études ont été réalisées avec une supplémentation très élevée, jusqu'à 500 mg par kilo de poids de corps et par jour, et n'ont montré aucun effet nocif décelable chez les participants. Bien que ces besoins varient en fonction des individus, de manière générale, une alimentation riche en protéines semble optimale pour couvrir amplement nos besoins en L-tyrosine, ce qui nous permettrait de favoriser un système dopaminergique optimal. Voici donc qui conclut mes 4 stratégies pour maximiser efficacement notre motivation grâce à la dopamine. Je peux presque garantir que si vous implémentez ne serait-ce qu'une de ces stratégies, vous expérimenterez probablement des progrès positifs quant à votre motivation. N'hésitez pas à partager vos propres astuces dans les commentaires, de cette manière, chaque membre de cette communauté pourra en bénéficier. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à la prochaine.